Bonjour à tous. Donc, je suis Mathilde Renker, je suis la présidente donc, de l'ISNAR IMG. Je n'ai pas d'autre conflit d'intérêt que ce poste au sein de l'ISNAR IMG et celui de chargé de mission, enfin de membre actif au sein du Raoul IMG, qui est donc le syndicat des internes de médecine générale de Nancy. Donc j'ai le grand honneur d'introduire cette grande plénière sur la santé environnementale, thématique d'actualité, s'il en est une. La santé environnementale concerne tous et toutes. Et malgré les nombreux avertissements du passé, notre prise de conscience de ce sujet pourtant essentiel n'est encore que trop parcellaire. C'est en 1994 que l'OMS définissait la santé environnementale comme comprenant les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Les récents engagements des différents acteurs ne sauraient pallier à ce retard. Notre maison brûle. Cet appel a été lancé la première fois au début des années 2000. Il est pourtant plus que jamais d'actualité. Réchauffement climatique à l'origine de canicules estivales, dégradation de la qualité de l'air entraînant toujours plus d'asthme et d'allergies, montée des eaux provoquant des migrations climatiques. Nos métiers, nos pratiques et nos vies vont en être impactés. En 2019, l'ONG Healthcare Without Harms a produit une étude visant à étudier l'impact du secteur de la santé sur les émissions de gaz à effet de serre. La conclusion est sans appel. 4,4% des émissions mondiales sont provoquées par ce secteur. Si la santé était un pays, il serait le 5e plus gros émetteur au monde. La France n'est pas en reste, avec, toujours d'après ce rapport, 4,6% de notre empreinte carbone provoquée par le secteur de la santé. Le rôle des médecins pour réduire cet impact est primordial. Les médecins généralistes doivent avoir les clés pour comprendre les enjeux et adapter leurs pratiques en conséquence. Les internes et étudiants en médecine doivent bénéficier de formations dans le cadre de leur cursus, pour que nous apprenions à exercer une pratique responsable, durable, respectueuse des enjeux de santé environnementale auxquels nous serons nécessairement confrontés. L'intégration au cursus de médecine d'enseignement visant à apprendre la rationalisation des prescriptions, antibiotiques ou autres, est nécessaire. Que cela soit dans le cadre de la formation initiale ou dans le cadre de la formation continue, la sensibilisation des professionnels de santé au sujet de la santé environnementale est primordiale. Pour permettre une réelle prise de conscience de l'ensemble du milieu médical sur les rôles clés que nous avons tous à jouer, il est plus que temps que la santé environnementale fasse partie de nos préoccupations quotidiennes et soit intégrée comme étant l'un des enjeux majeurs de nos formations. Le milieu médical, que cela soit via l'impact direct de notre travail, le développement des résistances antibiotiques, le matériel à usage unique, jetable, les consommables que nous utilisons tous les jours, la consommation d'eau, ou bien via les changements épidémiologiques auxquels nous allons être confrontés, sera fortement impacté par les changements à venir. Je voulais présenter la déclaration appelant les médecins généralistes du monde entier à agir en faveur de la santé planétaire. Cette déclaration a été produite par la WONCA, la World Organization of Family Doctors, l'Alliance pour la santé planétaire et le Clinical for Planetary Health Working Group. Elle a été produite en mars 2019 et identifie 5 grands risques du changement climatique sur la santé. Premièrement, l'augmentation des maladies non transmissibles. Ces maladies, qui représentent actuellement près de 3/4 des causes de décès dans le monde, seront fortement impactées par les changements climatiques, tant à cause de phénomènes extrêmes qui vont survenir, comme les vagues de chaleur et les canicules, qu'à cause de la pollution de l'air. La pollution de l'air étant responsable à elle seule, d'après l'OMS, de plus de 7 millions de décès par an dans le monde. Une étude de Santé publique France, qui visait à évaluer l'impact à court et plus long terme sur la mortalité de la diminution transitoire de la pollution de l'air ambiant durant le confinement du printemps 2020, démontre qu'environ 2300 décès avaient été évités sur cette période, en lien avec une diminution de l'exposition aux particules ambiantes, et 1200 décès avaient été évités en lien avec une diminution de l'exposition au dioxyde d'azote, qui est liée principalement au trafic routier. Cette étude a permis de conclure que 40 000 décès annuels étaient attribuables à l'exposition aux particules fines et près de 7 000 attribuables à l'exposition au dioxyde d'azote.
Pour comparaison, l'alcool provoque environ 41 000 décès par an en France. Il serait peut-être temps de considérer la pollution avec le même sérieux que l'alcool. Deuxièmement, cette déclaration identifiait un autre facteur de risque étant la détérioration de notre alimentation. Que cela soit via la diminution des pollinisateurs, le déclin des populations de poissons par exemple, la contamination de nos aliments par les perturbateurs endocriniens, les sécheresses qui touchent de plus en plus nombreuses cultures agricoles, les changements climatiques entraînent des conséquences néfastes sur notre alimentation, qui est elle-même directement liée à notre santé. L'exposition à des maladies transmissibles émergentes. Les hausses de température font craindre l'émergence de nouvelles maladies transmissibles. Elles entraîneront également des conditions favorables à l'extension de certains vecteurs de maladies déjà connues. Le paludisme, la dengue, le chikungunya, le virus Zika. Tous sont des pathogènes que nous pourrions voir devenir, si ce n'est commun, tout du moins courant en France. L'augmentation de la mortalité à la chaleur, qui elle ne nécessite pas de plus amples explications. Et enfin, l'impact sur la santé mentale. Le climat ambiant, loin d'être favorable à un épanouissement personnel. La transformation de nos paysages, l'angoisse de la diminution de nos ressources naturelles, l'instabilité économique, les migrations climatiques qui vont survenir, tout ceci contribue à augmenter nos facteurs de stress, en plus de majorer les angoisses climatiques et sentiments naturels de découragement devant ces modifications. Pour autant, il faut souligner les efforts qui ont été faits sur ce sujet. Notamment, l'ISNAR-IMG a décidé de s'engager sur cette thématique en produisant un guide et une charte à destination des internes, mais également en faisant de cette thématique majeure l'un des principaux axes de notre congrès. Le choix de cette thématique de santé environnementale pour cette grande plénière affiche la volonté du CNGE de s'embarrer également de cette thématique. Les différents plans nationaux visant à lutter contre l'antibiorésistance en place depuis l'an 2001 témoignent d'une prise de conscience gouvernementale sur ce sujet précis. L'implication du Collège de la médecine générale via un groupe de travail sur la santé planétaire ayant d'ores et déjà produit des fiches, des recommandations et mis à disposition de nombreuses ressources sur la santé planétaire. La déclaration que je vous ai présentée. Tout ceci sont autant de signaux d'une volonté commune portée par de nombreux acteurs du monde de la santé, enseignants, internes, étudiants, médecins. Nous prenons conscience du rôle clé que nous avons à jouer pour maintenir une qualité de prise en soin optimale dans ce monde en constant changement. Alors que faire ? Cette grande plénière a aussi pour objectif de vous donner quelques clés, quelques solutions qui sont utilisables par tous et pour tous pour permettre d'intégrer ces notions dans nos habitudes de tous les jours. Notamment, je me permettrai donc de présenter le site Santé Durable, qui est le fruit du travail du docteur Julie Legrand, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous ce jour, mais qui m'a permis de présenter son travail. Elle a produit une thèse qui a été soutenue en mars 2018, qui traitait du développement durable en cabinet. Elle s'intègre donc parfaitement dans le sujet de cette plénière. Le site santédurable.net, qui est le fruit de son travail, représente un cahier des charges du développement durable en cabinet. Il permet facilement et rapidement d'exposer certaines solutions simples, efficaces, pour réduire l'impact écologique d'un cabinet. Cabinet durable peut être mis en place via des solutions simplistes, prendre garde à sa consommation d'énergie, envisager des solutions consommables à usage unique, prendre soin de l'isolation et des bâtiments qui peuvent causer des déperditions énergétiques. Ce sont des solutions très simples, rapides, efficaces, peu coûteuses, qui concourent à la mise en place d'un cabinet éco-responsable. Les transports également. Les transports peuvent être un moyen de diminuer son impact. En fonction des lieux d'exercice, on peut par exemple faire des visites à vélo, pour faire un peu de sport en même temps. On peut faire des visites à vélo, on peut faire mutualiser les moyens pour acheter par exemple des voitures électriques au sein d'un cabinet partagé ou d'une maison de santé pluriprofessionnelle. En consultation, je ne m'attarderai pas sur les prescriptions puisque ce sera développé plus tard, mais ce sont des choses dont il faut que nous prenions conscience, que nos prescriptions ont également un impact environnemental sur l'ensemble des environnements, que ce soit via la pollution de l'eau, via la pollution de l'air, via la résistance aux antibiotiques. Ce sont plein de choses qui sont nécessaires de prendre en compte. Et enfin, je tenais juste à insister sur le fait que les médecins généralistes sont un moyen de transmission d'informations qui est extrêmement efficace. D'informer nos patients, de leur proposer ces thématiques, proposer des moyens d'information, des solutions, d'en discuter. Nous sommes un moyen d'information, une transmission. C'est à nous aussi d'initier ce changement qu'on veut voir dans le monde. Merci à vous.
Oui, bonjour, Manuela Plum de Strasbourg. Je me demandais s'il y avait déjà quelque chose de prévu pour recycler tous nos masques et plastiques qu'on jette et qui vont à la poubelle de destruction. Alors, je ne sais pas s'il y a des initiatives nationales qui ont été prises. En l'occurrence, il me semble que quelques initiatives locales sont prises en fonction des villes, et notamment au niveau de Nancy, des choses et des solutions existent, mais je ne suis pas sûre de connaître de solutions nationales ou bien vraiment régulées sur ce sujet. Par rapport au matériel jetable, jusqu'en 1999, on avait des poupinelles, donc des fours, et on avait des plateaux de suture qu'on stérilisait. Mais avec la vache folle, ça a été interdit et il faut des autoclaves, ce qui coûte beaucoup plus cher avec des consommables. Et puis la vache folle, maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'on n'en parle plus. Je me demandais s'il était possible d'un petit retour en arrière pour la réutilisation des poupinelles. J'avoue que je ne connais pas le sujet spécifique des copinelles. Pour le coup. Alors, on avait imaginé cette plénière avec Mathilde qui prend la parole en faisant ce plaidoyer pour quelque chose qui nous mobilise, je pense, collectivement. À travers vos questions, je pense que voilà, vous renvoyez aussi le bon sens de notre collectivité qui se préoccupe de modalités simples pour avoir un comportement dans nos cabinets éco-responsables. Je pense que c'est des choses qu'il va falloir ramener dans des groupes de travail sous l'entête de notre profession, étant convenu que, voilà, aujourd'hui, le législateur n'étant pas avec nous, nous n'aurons pas la réponse formalisée à votre remarque. Bonjour, Jean-Baptiste Kern, MSU Nord-Isère. En réponse en fait à la question qui a été posée de personnes avant, pour le recyclage des masques, il existe des solutions qui sont proposées par des opérateurs privés comme La Poste, avec des cartons mis à disposition, et après ça représente un certain coût. Peut-être que des opérateurs de proximité ou des regroupements tels que les communautés de communes ou les communes peuvent aider à acheter ces contenants et organiser peut-être pas à l'échelle d'un cabinet ou d'une maison de santé, mais sur un territoire un peu plus large ce ramassage. Mais ça existe. Du coup, Dr Vissoc, encore, désolé. Je vous remercie vraiment d'intervenir sur la santé planétaire. Du coup, pour moi, avec cette plénière, ça introduit la notion que soigner devient un peu aussi un acte politique, puisque la place environnementale est aussi politique. Par contre, je m'interroge sur la place que nous pouvons avoir en tant qu'individus, soignants, médecins généralistes, puisque pour moi, le temps de l'action ne se situe pas à ce niveau-là, il se situe au-dessus de nous. C'est-à-dire, par exemple, je reprends l'exemple de la détérioration de l'alimentation. Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire avec l'agro-industrie, qui est pour moi en partie responsable de l'épidémie de diabète que nous avons, pour faire un lien avec la plénière précédente. Et pareil pour l'exposition à des maladies transmissibles émergentes. Le niveau d'action se situe en amont, par exemple avec l'antibiorésistance. Cela concerne principalement l'élevage intensif et l'utilisation abusive des antibiotiques. La santé humaine a finalement très peu d'impact sur cet aspect-là. Donc voilà, je m'interroge sur la place que nous pouvons avoir, mais je suis très heureux de le voir arriver dans une plénière du CNGE. Non, tout à fait. L'impact des populations, des individus est extrêmement important, parce qu'effectivement, c'est collectivement que certaines actions peuvent se mettre en place, et c'est collectivement qu'on peut faire bouger les choses. Et donc, c'est important d'en parler, de communiquer. C'est pour ça que je disais notamment par rapport à nos patients, puisque nous sommes une source d'information. Et c'est en fait des actions collectives qui permettront de faire changer, de faire bouger des grosses lignes. Et c'est effectivement les grosses lignes qu'il faut bouger, mais petit caillou par petit caillou, on peut tous y arriver ensemble. Bonjour, Ségolène de Bruxelles. J'ai deux questions. La première, mais peut-être que c'est les autres intervenants qui y répondront plus tard. Est-ce qu'il y a une formation
qui est donné effectivement? Et si oui, est-ce que c'est uniquement aux médecins généralistes? Est-ce que c'est que notre responsabilité? Ou est-ce que vous la faites aussi en intra, c'est-à-dire à tout médecin, que vous sensibilisez à ce sujet-là? Merci. Je me permets de répondre peut-être plus pour le premier et le deuxième cycle. Certaines formations, notamment à l'antibiorésistance, existent. Et l'ISNAR-IMG avait notamment produit une contribution sur l'antibiorésistance en collaboration avec les assos nationales de pharmacie, de médecine et d'autres. Et nous avions notamment demandé à ce que ces formations soient systématisées dans le premier et le deuxième cycle. Donc ce serait pour l'ensemble des médecins. Cependant, elles ne sont pas encore... au niveau de l'internat, ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend énormément des villes, des subdivisions. Et en ce qui concerne la formation médicale continue, pour le coup, je ne me permettrai pas de répondre parce que je pense qu'effectivement, certaines existent, mais je ne pourrais pas en donner la définition et je ne pense pas qu'elle soit ni systématique ni proposée partout. Léa Schleck de Meurthe-et-Moselle, merci pour votre intervention. J'aurais aimé savoir si l'ISNAR et IMG se positionnaient au niveau politique, comme ça a été mentionné. C'est un peu troublant les cours en fait, on ne peut rien y faire. Okay. Comme ça a été mentionné par un intervenant précédent, la question se pose en amont. Vous avez abordé l'aval avec la gestion des déchets au cabinet, etc. C'est une question très politique. On est en période préélectorale. Est-ce que vous envisagez de vous emparer de ce sujet au niveau supérieur pour ne pas le laisser à des couleurs politiques qui peuvent cliver? Merci. Au niveau de l'ISNAR-IMG, effectivement, c'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, que ce soit la santé environnementale, le développement durable, la santé planétaire. Ce sont des sujets dont on discute beaucoup en conseil d'administration. On a un chargé de mission qui est responsable uniquement de la partie écologie. Donc, il y a quand même, on a produit des chartes et des guides, et effectivement, on a donné cette thématique à notre congrès, justement pour aussi impulser une dynamique et pour permettre de mobiliser les internes de médecine générale sur ces sujets et de voir effectivement, pourquoi pas, de faire bouger les lignes plus haut, bien entendu. Dernière question. Bonjour, Julie Gilles Delalonde de Paris. Merci pour cette présentation. Et je voulais dire que je me sens émue quand même de voir que cet amphi est plein. Quand j'entends cette présentation, en fait, et ça m'évoque en fait ce qui s'est passé hier matin au séminaire des chefs. Il y a quand même une part de moi qui est affolée, qui a peur, qui est désespérée et qui est prise du coup dans cet étau émotionnel dont on sait en tant que médecin généraliste qu'il n'est pas propice à la motivation et à l'action. Ça m'évoque tous les savoirs qu'on a sur la prise en charge de la maladie chronique, par exemple. On sait très bien que la peur, par exemple, n'est pas un vecteur de motivation. Et du coup, ça m'interroge sur la façon dont on a la responsabilité, nous, en tant que médecins généralistes, de s'approprier cette question. Comme si, en fait, cette planète qui va mal, c'est comme notre maladie chronique à tous. Et que je suis malade et ma planète est malade, finalement, ça ne fait pas beaucoup de différence. Et voilà, donc j'ai l'impression que, partant de nos savoirs de médecins généralistes et de ce qu'on sait faire avec les patients atteints de maladies chroniques, peut-être on peut axer notre façon de faire autour de se ressentir au sein de notre écosystème, de reconnaître les savoirs du vivant, de se remettre en position de pouvoir agir et retrouver de la liberté. Donc changer, en fait, partir d'un état émotionnel qui étouffe et aller vers quelque chose qui est plus dans l'empuissancement, reprendre son pouvoir, reprendre sa liberté. Et voilà, moi ce que ça m'évoque, c'est qu'en tant que médecin généraliste, on a tout un bagage de savoir qui doivent pouvoir nous aider et que notre enjeu est de s'approprier cette question à notre façon dans les soins premiers et dans la médecine. Voilà. Merci de ce retour.